Vous avez les moyens de prendre totalement votre vie en charge. Vous êtes capable de former les représentations internes et de produire les états qui conduisent à la réussite et au pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose qu'on le fait forcément. Certaines expériences mettent systématiquement ceux qui les vivent dans des états où ils sont sans ressources. Il y a des virages sur la route, des pièges auxquels nous nous laissons toujours prendre. Des expériences qui empêchent les gens d'être tout ce qu'ils peuvent être. Je veux vous donner ici une carte qui vous montrera où vous attendent les dangers et ce que vous avez besoin de savoir pour leur échapper. Cette carte est celle de ce que j'appelle les 5 clés de la richesse et du bonheur. Si vous voulez utiliser toutes les capacités que vous avez maintenant, si vous voulez être tout ce que vous pouvez être, il vous faudra comprendre ces clés. Tous ceux qui réussissent doivent le faire, un jour ou l'autre. Quand vous arriverez à manipuler continuellement les 5 clés de la richesse et du bonheur, votre vie deviendra une réussite sans faille. J'étais à Boston, il n'y a pas longtemps. Un soir, après un séminaire, je suis allé me promener. Je regardais les immeubles, architecture du siècle passé et gratte-ciel ultra moderne, quand je vis un homme qui s'avançait dans ma direction en vacillant. Il semblait avoir dormi dans la rue depuis des semaines. Il sentait l'alcool et avait oublié ce qu'était un rasoir. J'ai immédiatement pensé qu'il allait venir me demander de l'argent. Et la pensée crée l'événement. Il s'est approché. « Hé monsieur, vous avez pas 25 cents ?» J'ai d'abord hésité. Est-ce que je voulais encourager un mendiant? Puis, je me suis dit que je ne voulais pas qu'il souffre. De toute façon, cette somme ne changerait pas grand-chose. Aussi ai-je décidé de lui donner en même temps une leçon. 25, c'est tout ce que vous voulez. Oui, juste 25. J'ai fouillé dans ma poche et lui ai tendu une pièce. Je lui ai dit « La vie ne vous donnera que ce que vous lui demandez. » Il est resté un instant ébahi, puis il est reparti en titubant. Tout en le regardant s'éloigner, je me suis mis à réfléchir sur ce qui distinguait les gens qui réussissent de ceux qui échouent. Quelle différence existait-il entre cet homme et moi? Pourquoi ma vie est-elle une joie? Pourquoi puis-je faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, autant que je le veux? Il avait peut-être 60 ans, vivait dans la rue et mendiait. Est-ce que c'était Dieu qui m'avait dit « Robbins, tu es un homme de bien, tu vas vivre la vie dont tu rêves ». Cela est peu probable. Est-ce que quelqu'un m'a donné des moyens plus grands ou des avantages quelconques? Je ne le crois pas. J'ai été autrefois dans un état presque aussi lamentable que ce clochard, même si je buvais moins et si je ne dormais pas dans la rue. Je pense que ce que j'ai dit à cet homme explique en grande partie ce qui nous différenciait l'un de l'autre. La vie vous donne ce que vous lui demandez. Demandez-lui 25 cents et c'est ce que vous aurez. Demandez-lui la joie et la réussite, et c'est ce qui vous arrivera. Tout ce que j'ai appris m'a convaincu d'une chose. Ceux qui maîtrisent leurs états et leurs comportements peuvent changer leur vie. Vous pouvez apprendre ce qu'il faut demander à la vie, et vous l'obtiendrez. Cela ne fait aucun doute. Au cours des mois suivants, j'ai parlé avec d'autres clochards. Je les ai interrogés sur leur passé, sur ce qui les avait menés là. Je me suis aperçu que la vie nous avait lancé des défis semblables, et que c'était la façon dont nous y avions répondu qui nous différenciait. Laissez-moi vous donner maintenant les 5 règles à suivre sur la route de la réussite. Elles sont claires, simples, mais capitales. Si vous savez les appliquer, plus rien ne vous limitera. Si vous les refusez, vous avez déjà placé les limites de ce que vous pouvez faire. Le fait d'être déterminé et d'avoir une pensée positive constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, de la réussite. Sans la discipline, la détermination conduit à la déception. La détermination alliée à la discipline produit des miracles. La première clé de la richesse et du bonheur est la maîtrise de la frustration. Si vous voulez devenir tout ce que vous êtes capable de devenir, faire tout ce que vous êtes capable de faire, entendre tout ce que vous êtes capable d'entendre, voir tout ce que vous êtes capable de voir, vous devez apprendre à maîtriser la frustration. La frustration peut tuer les rêves. Cela arrive constamment. La frustration peut transformer une attitude positive en attitude négative. Vous faire passer d'un état où vous êtes en possession de tous vos moyens à un état d'impuissance. La pire des choses que puisse produire une attitude négative est la disparition de toute autodiscipline. Car, avec cette dernière, disparaissent les résultats que vous désiriez produire. Vous devez donc, pour vous assurer le succès à long terme, apprendre à discipliner votre frustration. Et laissez-moi vous dire une chose. Une frustration massive est indispensable à la réussite. Pensez à ceux qui ont réussi. Vous vous apercevrez que cela ne va jamais sans une frustration massive.
Ceux qui vous diront le contraire ne savent rien de la réussite. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui maîtrisent la frustration et ceux qui regrettent de ne pas l'avoir fait. Un nommé Fred Smith a monté un jour une petite compagnie de fret aérien, la Federal Express, et il en a fait une affaire qui rapporte des millions de dollars. Cela parce qu'il a su supporter frustration après frustration. Au début, après avoir investi dans la Federal Express jusqu'à son dernier centime, il espérait livrer 167 colis. Or, il n'y en avait que 7, dont 5 que la compagnie s'était envoyée à elle-même. Les choses allèrent ensuite de mal en pis. La banque refusait les chèques de fin de mois que touchaient ceux qui travaillaient à l'époque pour Fred Smith. On lui reprit plusieurs fois ses avions, et il devait, pour les récupérer, trouver en une journée l'argent qui lui manquait. La Federal Express vaut maintenant 1 milliard de dollars. Pourquoi? Parce que Fred Smith a su dépasser les unes après les autres toutes ces frustrations. Les gens gagnent énormément à maîtriser leurs frustrations. Si vous êtes fauché, c'est probablement parce que vous ne maîtrisez pas beaucoup vos frustrations. Vous dites « Je suis fauché, voilà pourquoi je me sens frustré ». C'est prendre les choses à l'envers. Si vous supportiez plus de frustration, vous seriez riche. La façon dont ils maîtrisent leurs frustrations constitue une des différences majeures qui existent entre ceux qui n'ont pas de problèmes financiers et ceux qui en ont. Je n'irai pas jusqu'à dire que la pauvreté n'est pas frustrante. Je veux simplement vous faire comprendre qu'on ne peut échapper à la pauvreté qu'en supportant les frustrations. Ceux qui ont de l'argent n'ont pas de problème, croit-on souvent. Or, au contraire, ils en ont davantage. Mais ils savent les résoudre, trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles alternatives. Mais souvenez-vous qu'être riche, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Avoir avec quelqu'un une merveilleuse relation est une gageure qui pose bien des problèmes. Si vous ne voulez pas avoir de problème, vous ne devriez pas avoir de relation du tout. Il y a une grande frustration sur la voie de toute grande réussite. La réussite d'une affaire, d'une relation amoureuse ou d'une vie. Les technologies de performance optimale nous ont offert un outil particulièrement précieux en nous apprenant à maîtriser de manière efficace la frustration, à programmer ce qui nous frustre de façon que cela nous motive. La programmation neurolinguistique ne constitue pas qu'une pensée positive. Le problème avec les pensées positives est qu'il faut penser, cela prend du temps et, ensuite, il est souvent trop tard pour faire ce que l'on veut faire. Voici les 2 règles à suivre pour maîtriser le stress. 1. Ne faites pas un plat de ce qui n'est pas grave. 2. Souvenez-vous que rien n'est grave. Tous ceux qui réussissent apprennent que le succès se trouve de l'autre côté de la frustration. Malheureusement, certains n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs sont généralement arrêtés par la frustration. Ils la laissent les empêcher d'agir comme il conviendrait pour réaliser leurs désirs. Pour dépasser cet obstacle, il faut entrer dans la frustration, faire de chaque échec un tremplin, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. Vous rencontrerez peu de gens qui ont réussi sans être passés par là. Il est vrai que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne pouvons contrôler l'esprit, mais nous pouvons régler nos voiles. Savoir essuyer les refus, telle est la 2e clé de la réussite. Lorsque je dis et répète cette phrase dans mes séminaires, je sens changer la physiologie de mes auditeurs. Y a-t-il dans le langage humain un mot plus douloureux que le mot « non » ? Si vous êtes dans la vente, qu'est-ce qui fait que vous aurez un chiffre d'affaires de 100 000 et non de 25 000 $? C'est la façon dont vous réagissez devant les refus. Le fait de ne plus laisser la peur du refus vous empêcher d'agir. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui essuient le plus de refus. Ceux qui savent encaisser un non et s'en servir comme d'un tremplin pour aller jusqu'au prochain oui. Le plus grand problème de ceux qui appartiennent à notre culture est de ne pas pouvoir affronter le mot non. Souvenez-vous de cette question. Que feriez-vous si vous étiez sûr de ne pas pouvoir échouer? Repensez-y maintenant. Si vous étiez sûr de ne pas pouvoir échouer, cela changerait-il votre comportement? Cela vous permettrait-il de faire exactement ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous empêche donc de le faire? C'est ce petit mot, non. Pour réussir, vous devez apprendre à supporter le refus, à enlever au refus son pouvoir sur vous. J'ai travaillé un jour avec un ancien champion de saut en hauteur. Bien qu'ayant participé aux Jeux Olympiques, il en était arrivé à un point où, quelle que fût la hauteur à laquelle était placée la barre, il la faisait tomber. Il m'a suffi de le voir sauter une fois pour comprendre immédiatement quel était son problème. Comme bien entendu, il a touché la barre, ce qui l'a mis dans un état où se mêlaient le désespoir et la colère. Il faisait de chaque échec une véritable catastrophe. Je l'ai appelé et lui ai dit que, s'il voulait travailler avec moi, cela ne lui arriverait plus jamais. Il était dans l'échec.
Il envoyait à son cerveau un message renforçant cette image d'échec qui ne le quittait plus quand il sautait. Au lieu de lui donner les moyens de réussir, son cerveau ne pensait plus qu'à la façon dont il allait échouer. Je lui ai expliqué que, s'il touchait de nouveau la barre, il devrait se dire en rigolant « Je me suis encore fait remarquer ». Et non. Oh là là, quelle horreur, encore un échec. Il devait reprendre possession de ses moyens et recommencer. Il sauta 3 fois et obtint les meilleurs résultats qu'il avait eus depuis 2 ans. Il ne faut pas longtemps pour changer. À 2,30 m, la barre n'est qu'à 20 cm de plus qu'à 2,10 m. Ce n'est pas grand-chose en hauteur, mais la performance, elle, est très différente. Il en va de même dans la vie. Des petits changements peuvent transformer radicalement la qualité de votre vie. Vous avez déjà entendu parler d'un certain Rambo, de Sylvester Stallone? Croyez-vous qu'il soit arrivé dans le bureau d'un agent ou dans un studio et qu'on lui ait dit « Vous avez le physique qu'il nous faut, nous allons vous faire un film ?» Pas vraiment. Sylvester Stallone est devenu une star parce qu'il a su essuyer refus après refus. Quand il a cherché à se lancer, personne ne voulait de lui. Il est allé voir tous les agents qui travaillaient à New York et tous lui ont dit non. Mais il a continué à frapper aux portes. Il n'a pas renoncé et finalement, il a fait Rocky. Il a peut-être entendu le mot non 1 millier de fois, mais il est allé frapper à la 1001e porte. Combien de non pouvez-vous supporter? Combien de fois avez-vous eu envie de parler à quelqu'un qui vous plaisait et ne l'avez-vous pas fait de peur d'entendre le mot non? Combien d'entre vous ont décidé de ne pas répondre à une offre d'emploi, de ne pas aller à une audition, de ne pas téléphoner à un client potentiel parce qu'il ne voulait pas essuyer un échec? Pensez combien cela est absurde. Réfléchissez aux limites que vous vous créez simplement parce que vous craignez un mot, un tout petit mot de 3 lettres. Mais le mot n'a aucun pouvoir en lui-même. Il ne peut ni entailler votre peau, ni saper vos forces. Son pouvoir vient de ce que vous lui permettez de représenter pour vous. Des limites qu'il vous fait créer. Et que produisent des pensées limitées? Des vies limitées. Lorsque vous apprenez à diriger votre cerveau, vous apprenez à affronter le refus. Vous pouvez même vous donner des points d'ancrage grâce auxquels le mot non vous excitera. Vous pouvez faire de tout refus une opportunité. Si vous êtes dans la vente par téléphone, vous pouvez vous conditionner de façon que le simple fait de décrocher votre combiné vous mette en joie au lieu de déclencher en vous la peur du refus. Il n'y a pas de véritable succès sans refus. Plus vous essuyez de refus, mieux cela vaut. Plus vous en apprenez, plus vous approchez de ce que vous voulez obtenir. La prochaine fois que quelqu'un vous refusera quelque chose, tapez-lui sur l'épaule. Cela changera sa physiologie. Transformez les non en accolades. Quand vous saurez affronter les refus, vous aurez appris à obtenir tout ce que vous voulez. Voici maintenant la 3e clé de la richesse et du bonheur. C'est la maîtrise des pressions financières. Pour n'avoir à subir aucune pression financière, il faudrait vivre dans un monde sans argent. Il existe de nombreuses sortes de pressions financières et elles ont détruit beaucoup de gens. Elles peuvent rendre avides, envieux, malhonnêtes ou paranoïaques. Elles peuvent vous faire perdre votre sensibilité. Elles peuvent vous faire perdre vos amis. Attention, je dis qu'elles peuvent le faire, et non qu'elles le feront. Maîtriser les pressions financières, c'est savoir comment obtenir de l'argent et comment en donner, comment en gagner et comment en épargner. L'argent, dit la chanson, change tout. Quand j'ai commencé à faire de l'argent, tout le monde m'en a voulu. Mes amis me désavouaient. Tu ne penses qu'à l'argent, qu'est-ce qui t'arrive? Et quand je répondais, je ne pense pas qu'à l'argent, il se trouve que j'en ai, c'est tout. Ils ne voulaient pas voir les choses comme ça. Parce que j'avais un statut financier différent, les gens se faisaient soudain de moi une image différente. Certains m'en voulaient énormément. C'est un des effets que l'argent peut avoir sur votre vie, une de ces pressions financières dont je parlais. Ne pas avoir assez d'argent en est une autre. Vous la subissez probablement jour après jour, comme la plupart d'entre nous. Mais que vous ayez beaucoup ou peu d'argent, vous subissez des pressions financières. Nos actions sont guidées par nos idées ou par les représentations internes qui déterminent la façon dont nous agissons. Ces idées nous fournissent des modèles de comportement. George Clason nous a donné dans L'homme le plus riche de Babylone un des meilleurs exemples à suivre si l'on veut maîtriser les pressions financières. Si vous avez déjà lu ce livre, relisez-le. L'homme le plus riche de Babylone peut faire de vous quelqu'un de riche, d'heureux et de passionné. Il y a de nombreuses leçons à tirer de ce livre, mais voici à mes yeux la plus importante. Elle dit « Il faut mettre de côté 10% de tout ce que l'on gagne et le donner aux autres. » Pourquoi? Tout d'abord parce que l'on doit rendre ce que l'on prend.
Ensuite, parce que cela crée de la valeur, pour vous et pour les autres. Enfin, et c'est là le plus important, parce que celui qui agit ainsi envoie à son subconscient et au monde le message suivant. Il y a plus qu'assez. On peut tirer de ce message une croyance fondamentale. S'il y a plus qu'assez, cela veut dire que vous pouvez avoir ce que vous voulez, et les autres aussi. Et une fois cette croyance établie, elle devient réalité. Quand allez-vous commencer à donner 10% de ce que vous gagnez? Quand vous serez riche et célèbre? Non. Il faut le faire dès qu'on se lance dans la vie, car ce que vous donnez devient comparable à des grains de maïs qu'il faut planter et non manger. Vous devez investir, et la meilleure façon d'investir est de donner afin de produire de la valeur pour les autres. Il ne vous sera pas difficile de trouver comment. La misère est partout autour de nous. Donner vous apportera quelque chose de précieux, une nouvelle image de vous-même. Lorsque vous cherchez à connaître et à satisfaire les besoins des autres, vous vous sentez très différent et vous en êtes reconnaissant à la vie. J'ai eu la chance l'autre jour de retourner dans mon lycée de Glendora, en Californie. Je donne des conférences destinées aux enseignants et je voulais exprimer ma reconnaissance aux professeurs qui ont influencé ma vie. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'un cours d'expression orale, que j'avais suivi plus jeune et grâce auquel je sais maintenant m'exprimer en public, venait d'être supprimé à la suite d'une compression de budget et parce que cette matière semblait moins importante que d'autres. J'ai donc financé ce cours. J'ai rendu une partie de ce qui m'avait été donné. Je ne l'ai pas fait parce que je suis un chic type, mais parce que j'avais une dette à rembourser. Et n'est-il pas agréable de pouvoir rembourser ses dettes? Voilà la véritable raison qui fait que nous devons avoir de l'argent. Nous avons tous des dettes. Nous devons avoir de l'argent pour les rembourser. Quand j'étais enfant, mes parents travaillaient dur pour nous élever. Pour diverses raisons, nous nous sommes souvent retrouvés dans des situations financières extrêmement délicates. Je me souviens d'un Noël où nous n'avions pas d'argent. Nous étions tous tristes, jusqu'au moment où un homme est arrivé devant notre porte, les bras chargés de vivres. Il nous a dit que c'était de la part de quelqu'un qui savait que jamais nous ne demanderions quoi que ce soit, quelqu'un qui nous aimait et voulait que nous fêtions joyeusement Noël. Je n'ai jamais oublié ce jour. Et je fais maintenant chaque année ce que quelqu'un a fait autrefois pour moi. J'achète à Noël de quoi nourrir une famille pendant une semaine, et je l'apporte à des gens qui sont dans le besoin. Je fais comme si j'étais un employé ou un livreur. Jamais je ne me présente comme celui qui offre ses présents. Je laisse toujours un mot où j'ai écrit. De la part de quelqu'un qui pense à vous et espère qu'un jour vous aurez surmonté vos difficultés et que vous ferez la même chose pour ceux qui seront alors dans le besoin. Jamais l'argent ne pourra vous procurer ce que vous recevez quand vous donnez de vous-même. Aucun plan financier ne pourra en faire plus pour vous que le fait de donner 10% de ce que vous avez. Cela vous apprend ce que l'argent peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ces deux leçons sont parmi les plus utiles que vous puissiez apprendre. J'ai longtemps pensé que la meilleure façon d'aider les gens pauvres était d'en faire partie. Je me suis aperçu que le contraire peut être vrai. Qu'y a-t-il de mieux à faire pour aider les pauvres que leur fournir un modèle des possibilités qui existent? Leur laisser savoir que d'autres choix sont à leur portée et les aider à développer leurs ressources afin qu'ils satisfassent à leurs propres besoins. Quand vous avez distribué 10% de votre revenu, consacrez-en encore 10% au remboursement de vos dettes et 10% à la constitution d'un capital à investir. Il vous faut subvenir à vos besoins sur les 70% restants. Nous vivons dans une société capitaliste où la plupart des gens ne sont pas des capitalistes, ce qui fait qu'ils n'ont pas le style de vie qu'ils désirent. Pourquoi vivre dans une société capitaliste où nous sont offertes certaines opportunités et ne pas tirer profit du système que nos ancêtres ont créé et défendu? Apprenez à utiliser une partie de votre argent comme un capital. Si vous dépensez tout, vous n'aurez jamais de capital. Vous n'aurez jamais les ressources dont vous avez besoin. Il en va de l'argent comme du reste. Vous pouvez le faire jouer en votre faveur ou le laisser jouer contre vous. Vous devriez être capable de considérer l'argent comme tout ce que vous analysez mentalement, avec la même détermination, la même élégance. Apprenez à en gagner, à en économiser et à en donner. Ce faisant, vous apprendrez à maîtriser les pressions financières et l'argent ne constituera plus jamais pour vous un stimulus provoquant un état négatif qui vous rend malheureux et vous empêche de traiter ceux qui vous entourent comme vous le devriez. Lorsque vous aurez ces trois clés bien en main, votre vie vous paraîtra un immense succès. Si vous arrivez à maîtriser les frustrations, les refus et les pressions financières, il n'y aura plus de limite à ce que vous pouvez faire. Avez-vous déjà vu Tina Turner en scène? Voilà une femme qui a su surmonter tout cela.
Après être devenue une star, elle a perdu tout son argent, son mariage s'est brisé et elle a passé 8 ans au purgatoire du show business, chantant dans des salles de restaurants et des boîtes minables. Quand elle téléphonait aux gens, non seulement ils ne lui proposaient jamais de contrat, mais ils ne la rappelaient jamais. Pourtant, elle a continué à creuser sa route, malgré les noms. Elle a travaillé dur pour payer ses dettes, mettre ses finances en ordre. Et elle a refait tout le chemin en sens inverse, jusqu'au plus haut sommet du monde du spectacle. Ainsi, vous pouvez tout faire. Mais c'est là qu'intervient la 4e clé de la réussite. Ne jamais se laisser aller à la complaisance. Vous avez vu des gens de votre entourage, ou des artistes, ou des sportifs, atteindre un certain niveau de succès puis s'arrêter. Ils commencent à se sentir bien et perdent ce qui leur a permis de conquérir ce bien-être. La sensation de bien-être peut être l'une des plus désastreuses que nous puissions expérimenter. Qu'arrive-t-il quand on se sent trop bien? On arrête de se développer, de travailler, de créer de la valeur ajoutée. Ne cherchez pas trop de bien-être. Si vous vous sentez vraiment bien, il y a des chances pour que vous ayez cessé d'avancer. Comme disait Bob Dylan, « Celui qui ne cherche pas à naître, cherche à mourir ». Quand on demanda à Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, quel conseil il donnerait à quelqu'un qui voudrait s'assurer une vie réussie, il répondit simplement « N'oubliez jamais qu'un fruit vert est en train de mûrir, un fruit mûr en train de pourrir. Tant que vous restez un fruit vert, vous mûrissez. Vous pouvez prendre chacune de vos expériences comme une chance de vous développer ou comme une invitation au déclin. Vous pouvez voir dans la retraite le début d'une vie plus riche ou la fin de votre vie active. Vous pouvez considérer le succès comme un tremplin vers des succès plus grands ou comme un vestiaire où vous reposez. Et si c'est un vestiaire, vous n'y resterez probablement pas longtemps. La complaisance vient souvent de la comparaison. J'ai pensé, à une époque de ma vie, que je réussissais parce que je réussissais mieux que les gens que je connaissais. C'est une des plus graves erreurs que l'on puisse commettre. Cela veut peut-être simplement dire que vos amis ne réussissent pas très bien. Apprenez à vous juger d'après vos objectifs, et non d'après ce que semblent faire ceux qui vous entourent. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours chez les autres de quoi justifier vos actes, quels qu'ils soient. C'est ce qui arrivait quand vous étiez enfant. Pierre le fait bien, lui. Pourquoi pas moi? Votre mère répondait probablement « Je me moque de ce que fait Pierre ». Et elle avait raison. Vous ne devriez pas vous occuper de ce que fait Pierre, Paul ou Jacques. Occupez-vous de ce que vous êtes capable de faire. Occupez-vous de ce que vous créez et de ce que vous voulez réaliser. Agissez à partir d'un ensemble d'objectifs dynamiques qui évoluent et développent vos capacités et qui vous aideront à faire ce que vous voulez et non ce que quelqu'un d'autre a fait. Vous trouverez toujours des gens qui ont plus que vous et d'autres moins. Tout cela ne compte pas. Vous devez vous juger vous-même selon vos objectifs et uniquement selon eux. Voici une autre façon d'éviter la complaisance. Tenez-vous à l'écart des bavardages autour d'un verre. Je suis sûr que vous savez de quoi je veux parler. De ces discussions où est exposée comme dans une foire la vie des autres, la façon dont ils travaillent, leur vie sexuelle, leurs problèmes financiers et tout le reste. Ces discussions sont un suicide. Elles empoisonnent votre cerveau en vous faisant fixer votre attention sur ce que font les autres et sur leur vie privée et non sur ce que vous pouvez faire pour rehausser la valeur de ce que vous vivez. On se laisse prendre facilement à ce genre de passe-temps. Mais n'oubliez pas que ceux qui bavardent ainsi essaient simplement de se distraire de l'ennui provoqué par leur incapacité à produire dans leur propre vie les résultats qu'ils désirent. Il y a une phrase d'un sage indien dont nous nous sommes souvent servis. Ne parle que dans une bonne intention. Ce que nous proposons au monde nous revient comme un boomerang. Tenez-vous donc à l'écart du côté minable de la vie. N'accordez pas d'importance à ce qui n'en a pas. Si vous voulez être complaisant et médiocre, passez votre temps à échanger des ragots, à parler de qui couche avec qui. Si vous voulez faire la différence, lancez-vous des défis, mettez-vous à l'épreuve, faites de votre vie quelque chose de spécial. Voici maintenant la dernière clé de la réussite. Donnez toujours plus que vous n'espérez recevoir. C'est peut-être la plus importante car elle garantit virtuellement le bonheur. Je me souviens d'être un soir rentré d'une réunion au volant de ma voiture, presque endormi. Dans cet état de demi-sommeil, j'essayais de comprendre ce qui donnait un sens à la vie. Tout d'un coup, une petite voix a résonné dans ma tête. Donner, voilà le secret de la vie. À toi de jouer, mon ami. Si vous voulez faire marcher votre vie, commencez par donner. La plupart des gens ne pensent d'abord qu'à recevoir. Recevoir n'est pas difficile. Mais pour que les choses bougent, il faut donner.
Le problème de la vie tient à ce que les gens veulent avant tout obtenir une chose ou une autre. Un couple vient me voir. Le mari dit que sa femme ne le traite pas bien. Elle explique que c'est parce qu'il ne se montre pas très aimant. Chacun attend que l'autre fasse le premier geste, donne la première preuve. Quelle sorte de relation est-ce là? Combien de temps durera-t-elle? Commencez par donner et continuez à donner, voilà le secret de toute relation. Ne vous arrêtez pas de donner pour attendre de recevoir. Quand on commence à compter les points, c'est que la partie est finie. Dès que vous dites « j'ai donné, c'est le tour de l'autre », le jeu est terminé, l'autre est parti. Vous pouvez aller compter vos points sur une autre planète, car ils ne vous servent à rien sur cette terre. Il faut semer la graine puis l'aider à pousser. Qu'arriverait-il si vous vous mettiez devant un champ en disant « donne-moi des plantes, donne-moi des fruits ». Le champ répondrait probablement « excusez-moi, mais vous vous méprenez. Vous devez être nouveau ici. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Et il vous expliquerait qu'il faut d'abord planter une graine, puis s'en occuper, arroser, mettre de l'engrais, la protéger et la nourrir. Ensuite, si vous faites bien tout cela, vous aurez une plante, un fruit. Vous pouvez demander indéfiniment au champ ce que vous désirez. Cela ne vous mènera à rien. Pour que la terre porte ses fruits, il faut donner à la terre, nourrir la terre, et la vie est exactement pareille. Vous pouvez gagner des fortunes, régner sur des empires, diriger des multinationales ou contrôler de vastes territoires. Si vous ne le faites que pour vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui a vraiment réussi. Vous n'avez pas de vrai pouvoir, vous n'avez pas de vraie richesse. Si vous atteignez seul le sommet de la réussite, vous finirez probablement par sauter dans le vide. Voulez-vous savoir quelle est la plus grande illusion que l'on puisse se faire à propos de la réussite? C'est de croire qu'elle est une montagne à escalader, une chose à posséder, un résultat statique à atteindre. Pour réussir, pour satisfaire à tous vos objectifs, vous devez penser à la réussite comme à un processus, un mode de vie, une disposition d'esprit, une stratégie d'ensemble. Vous devez savoir ce que vous avez entre vos mains et les dangers que vous rencontrerez. Si vous voulez connaître la vraie richesse et le vrai bonheur, vous devez être capable d'utiliser votre pouvoir de façon responsable et aimante. Lorsque vous saurez vous servir de ces 5 clés, vous ferez des choses prodigieuses.